un cas de ce type, est-ce que vous avez eu des hésitations? Est-ce que je fais quelque chose? Est-ce que voilà, est-ce que vous avez été confronté à ces sujets? Oui, moi j'ai une question quand même. En essayant de répandre davantage les patrimoines immobiliers un peu partout, ce genre de musée à la campagne dont vous parlez, est-ce que vous ne croyez pas que vous allez accentuer la vulnérabilité des patrimoines qui vont être déposés de la sorte? C'est-à-dire vulnérabilité dans quel... Ben, vis-à-vis des cambriolages dont on a parlé fortement à l'époque, les gangs des châteaux, etc. Alors là déposer, bon, de toute façon, ça appartient à une personne publique, donc je dirais que le propriétaire n'est pas directement concerné, mais vous voulez peut-être dire que l'ouverture au public peut être un danger en fait pour le propriétaire qui montre en fait un certain nombre de meubles qui ensuite seraient volés. C'est ça votre... Non, pas exactement. C'est-à-dire que des dépôts, dans des endroits beaucoup moins protégés que les musées, effectivement, accentuent, à mon avis, la vulnérabilité des objets particulièrement précieux qui seraient déposés. Ah, vous voulez dire la table de... alors là, j'ai vraiment une réponse là-dessus. D'ailleurs, c'est très, c'est très net, hein. Je ne suis pas le seul à le souligner. C'est qu'avec Internet, maintenant, les objets sont... Il y a même des logiciels, en fait, qui identifient, qui peuvent retrouver, en fait, un objet. Voilà, vous entrez, par exemple, un tableau qui va repérer, en fait, sur la toile, hein, dans le monde entier, rechercher une image équivalente pour vous dire, voilà, là, il y a en vente un objet qui correspond. Donc, en fait, paradoxalement, le fait d'ouvrir au public, de montrer des objets, surtout s'ils sont classés au titre des monuments historiques, parce qu'il faut savoir, ça j'en ai pas parlé, mais c'est un tort, quand un objet est classé au titre des monuments historiques, il est imprescriptible. C'est-à-dire que vous n'avez plus les 30 ans, vous savez, de la prescription, qui font qu'au bout de 30 ans, même si vous êtes de mauvaise foi, finalement, et même la maxime, en fait, de meuble, la possession de vos titres, ne marche pas quand le bien est classé au titre des monuments historiques. Donc déjà, ça c'est une première protection, ça veut dire que le passage du temps n'a pas d'effet, en fait, sur le changement de propriétaire. Le propriétaire reste ad vitam aeternam propriétaire du bien quand il est classé monument historique. Et en plus, le fait tout simplement d'en avoir des photos et de l'avoir montré au public le rend invendable. Donc en réalité, le fait d'afficher la propriété d'un bien n'est pas forcément une exposition supplémentaire au vol, ça peut être un remède au vol. Et ajouter à ça que effectivement le gang des châteaux, c'était dans les années plutôt 90, choses comme ça, et que la baisse des prix justement notamment du mobilier fait qu'en fait il y a beaucoup moins de cambriolage, tout simplement parce que c'est moins rentable. Et voilà, donc j'espère avoir répondu. Mais ça c'est vraiment un argument à faire valoir. Si vous voulez convaincre, par exemple, un propriétaire qu'un classement monument historique est intéressant, vous lui dites, voilà, votre bien, une fois qu'il est classé, il est imprescriptible. C'est-à-dire que celui qui a acheté de bonne foi ne va pas pouvoir vous dire, j'ai acheté de bonne foi, donc je suis devenu le légitime propriétaire. Il n'y a aucune prescription qui vaut sur un monument historique classé. Instantané ou trentenaire, ça ne marche pas. Je pensais plus particulièrement aux églises. Les églises qui sont en général assez mal défendues et qui contiennent, comme vous l'avez dit, très souvent des objets très intéressants et plutôt relativement discrets ou cachés, peuvent être la proie effectivement de vols beaucoup plus facilement que quand c'est protégé dans un musée avec des systèmes de sécurité et d'alarme convenables. C'est certain, mais on ne va pas vider toutes les églises. Voilà. Et puis, comme je vous le dis, si les objets sont bien photographiés, bien documentés, sont classés au titre des monuments historiques, on ne peut pas en faire grand-chose, hein, sauf vraiment le commanditaire qui dit « je veux ce tableau pour le regarder dans ma cave en le montrant à personne ». Là, effectivement, ça marche.
Mais encore une fois, le passage du temps n'aura pas d'effet sur le droit, c'est-à-dire qu'il restera, enfin, de toute façon, dans le cas d'une église, de toute façon, c'est domanial, donc c'est imprescriptible. Si c'est classé monument historique, ce sera imprescriptible 2 fois. Et il n'est pas évident que voilà, que le fait de cacher ou de mettre dans un musée soit vraiment un remède contre le vol. Enfin, D'accord. Moi, je voudrais évoquer la question de la maison Rosa Bonheur. Parce que là, il y a une solution très particulière pour le mobilier, pour tout le mobilier. C'est-à-dire que la nouvelle propriétaire n'a acheté que la maison et elle loue aux anciens propriétaires le mobilier qui est resté sur place. Et je crois que le conseil départemental l'a acheté récemment. Hein. Il y a eu un... A acheté le mobilier. Ouais, je crois. Mais elle continue à le louer du coup. Ouais. Alors, je suppose qu'ils le maintiennent en dépôt, mais j'ai vu assez récemment un article disant que justement, je crois que c'est le conseil départemental qu'il avait été acheté. Et c'était d'ailleurs la même chose, la maison de verre, qui est aussi l'un des drames. Alors là, on est intervenu. Ah oui, c'est vrai, là aussi, oui. Eh bien, c'était pareil, c'est-à-dire que les anciens propriétaires avaient maintenu, par le biais c'était une convention, ils avaient signé avec l'acheteur en fait des murs, donc un Américain, et pendant, je ne sais pas, 5 ans, il devait laisser le mobilier. Et là, malheureusement, il a été vendu et maintenant il est éparpillé dans le monde entier. Oui, ça, c'est à la suite d'une succession, oui. C'est à la suite d'une succession, ouais. À la suite d'une succession. Et malheureusement, nous, on comptait un petit peu sur le propriétaire pour racheter en fait les meubles et les maintenir dans la maison de verre. Et apparemment, il n'a quasiment pas acheté. C'était trop cher, quoi. C'était trop cher. Et là, il y a eu aussi un mécanisme qui est... Alors ça c'est très révélateur. C'est-à-dire qu'il y a eu des dations faites à Pompidou d'un certain nombre d'objets qui venaient de la maison de verre. Donc là, on a les musées qui participent en fait au démembrement d'un ensemble patrimonial. Et c'est très bien dit par Jean-Michel Legnaud hein, dans ses chroniques patrimoniales, d'ailleurs que je vous recommande parce que du point de vue de la pensée en fait du patrimoine et de tout ce qui est autour des meubles, Jean-Michel Legnaud est absolument génial. Il avait tout vu et tout dit dès les années 80. Les musées, effectivement, jouent souvent contre le patrimoine. On l'a vu là, à l'occasion de la vente Breton, où il y avait un ensemble, alors pas facile à exposer, mais au moins on aurait pu maintenir une solidarité entre ces objets, faire justement une collection hein, et créer un lien juridique entre eux. Et bien là, Beaubourg a reçu en dation un certain nombre d'objets. Ils ont fait un mur qui d'ailleurs n'est pas esthétiquement très convaincant parce qu'il y a un grand... Bon. Et là, effectivement, les musées ont lancé en fait le démembrement. Après, il n'y avait plus qu'à continuer en quelque sorte. Et je pense qu'il faut lutter là-dessus. On aurait pu faire une fondation qui expose l'ensemble des collections de Breton. Moi j'ai des souvenirs de cette vente, c'était une stupéfiante beauté. Voilà, mais là l'ensemble a complètement explosé et complètement disparu. Mais pour la solution Fondation du patrimoine, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent, la Fondation du patrimoine, qu'ils ne pouvaient pas acheter ces meubles. Mais alors, quelle est une autre fondation qui pourrait prendre cette solution? Alors, en fait, vous regarderez, justement, pour répondre à cette objection, j'ai fait un article que Marguerite vous enverra, où je prends l'exemple de 100 000 euros, et avec 100 000 euros, on remeuble 4 châteaux. Et ça va donc de la plaque de cheminée qui vaut 3 000 euros et qui est vraiment, voilà, qui manque effectivement à un monument qu'on peut remettre en place, en passant par des gravures, par exemple pour le château de Sagone, avec toute une série de gravures, sont des toiles de Lebrun, donc avec les armes de Mansart, cette Mansart de Sagone, avec cette colonne dans leur cadre d'origine. Et ça aurait été très bien au château de Sagone, qui est donc dans le Cher, qui n'a quasiment pas de mobilier. Donc en fait, il s'agit de quelques milliers d'euros. Donc en réalité, c'est pas une question d'argent. Et à la limite, même pour le propriétaire, vous voyez, pour essayer d'attirer, d'avoir plus de visiteurs, ça peut même être plus efficace que de lui donner la même somme pour la restauration du bâti, pour lesquels on ne fera pas grand-chose avec quelques milliers d'euros. Voilà. Oui. Mais même pour la restauration, oui. Enfin bon, merci.
Mais voilà, enfin, c'est pas nécessairement une question de beaucoup d'argent. C'est peut-être une question de structure, en revanche. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient quand même dédiés à ces achats. Il faut quelque chose de, je pense, d'assez souple, une sorte de comité d'acquisition qui soit très réactif et très souple, qui puisse vraiment agir du jour au lendemain, dire voilà, là, il y a ce bien-là qui est intéressant parce qu'on pourrait justement le déposer dans tel château qui n'a plus rien à montrer. Et ce ne serait pas ruineux comparé aux sommes que brasse la Fondation du patrimoine, je pense. Oui, en effet, pour 100 000 euros, on meuble 3 châteaux. Mais encore faut-il qu'il y ait des gens qui vendent des meubles. S'ils sont dans les châteaux bloqués, les meubles, ils ne seront plus à vendre. Non, mais attendez, là on est c'est hyper, enfin les biens qui sont bloqués sont hyper marginaux et vous savez comme moi que les objets aujourd'hui qui sont en vente sont des objets veufs, donc souvent on a perdu trace de la provenance. Et là effectivement, ce qu'il faut cibler, ce sont des salons qui n'ont pas été divisés, des choses qui intrinsèquement ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre de la menuiserie, mais voilà, vous avez tous les sièges. Là, il y a récemment à Drouot, il y a eu, je me souviens plus du nom de la vente. C'est un château qui avait, alors c'était le même menuisier. Et aidez-moi, monsieur l'expert. Il y avait, je ne sais plus, 45 sièges du même menuisier. Oui, en effet, oui. Je ne sais plus. Aubry, non? Oui, peut-être, oui, c'est possible, oui. C'était étonnant, c'était étonnant. Là, il y avait un sujet patrimonial. Oui. Quand on faisait l'addition, au total, c'était quoi? C'était, j'en sais rien, peut-être 30 000 euros. C'est pas très cher, oui. C'est pas très cher. Oui. Et ça, vous voyez, de le maintenir en bloc et de dire, on le dépose même dans un autre château parce que le propriétaire s'est ruiné à refaire sa toiture, il n'a plus d'argent pour remeubler. Oui, et puis voilà, quitte quand il a trouvé une solution, quand il a ses propres meubles, on le dépose dans un autre. Vous voyez, ça peut être un service. Oui, mais ça c'est sûrement une excellente solution. Il faudra aussi supprimer la TVA à l'importation sur les objets d'art. Oui, tout à fait. Quand vous achetez une commode en Angleterre, vous payez une TVA à l'importation en France, c'est absurde. Absolument. Tout ce qui permet en fait de faire rentrer, puisque maintenant, voilà, comme vous le disiez, effectivement, les châteaux qui ont conservé leur mobilier, même depuis le 19e siècle, sont de plus en plus rares. Donc là, maintenant, il y a une question de recomposition et finalement de refaire ce qui a été défait et de façon intelligente. Et si possible, documenté. Et quand on voit que le mobilier national a des meubles dont personne ne veut et qui n'a pas le droit de les déposer chez des privés. Alors, il n'a pas le droit, et en plus, alors, il y a quand même une difficulté, c'est que les meubles quand même du mobilier national sont quand même assez typés, c'est-à-dire que ce sont des meubles quand même d'administration, des meubles souvent d'État, qui d'ailleurs portent des numéros qui font foi de leur histoire, et donc c'est pas nécessairement facile. Il y a eu des tentatives dans certains châteaux de faire ça, mais c'est pas forcément toujours adapté à une demeure privée. Le type de mobilier qui est conservé au mobilier national. Il y a tout, je suis d'accord. Mais ils en vendent quand même. Et ils en vendent malheureusement parfois. Vous avez vu toutes les ventes de la fin du 19e siècle de meubles empire, du petit Trianon et du grand Trianon, qu'on est aujourd'hui obligé de racheter, que le château de Versailles rachète parce que c'est des ventes tout à fait légales qui ont eu lieu en 1890. Et voilà, il faut faire revenir maintenant des... Ah oui. Et j'aurais une question. Est-ce que les orgues sont considérés comme un objet mobilier dans une église ou dans une chapelle? Alors, bonne question. Est-ce que c'est un immeuble par destination? Est-ce que c'est un immeuble par nature? Parce qu'en fait, il y a trois possibilités. Ou c'est un meuble. Alors, un meuble, normalement, il est posé. Ou c'est un immeuble par destination, ça veut dire qu'il est scellé et qu'il est conçu pour un lieu, mais pas non plus incorporé en fait au mur, ou bien si vraiment on considère que ça termine en fait l'acte de construire, à ce moment-là c'est un immeuble par nature. C'est ce qui avait permis d'ailleurs de faire revenir les boiseries de La Roche-Guyon avant que la loi soit modifiée en 2016. Donc je dirais, moi, a priori, que ce sont des immeubles par destination, mais je ne suis pas certain de ça. Ouais, je pense que s'il était construit en même temps que l'église, il devient immeuble par nature. Même. A priori. Oui.
c'est la logique, en tous les cas, de la jurisprudence transurba là, du château de la Roche-Guyon, qui était de dire que, comme les boiseries de la bibliothèque et les dessus de porte avaient été posées, c'était la fin de l'acte de construire, en fait, était contemporaine de la construction de ce pavillon du château de la Roche-Guyon, que du coup, c'était finalement comme une pierre du mur. C'était la dernière phase de construction, donc c'était un immeuble par nature. Et qui, là, évidemment, profite du classement sans plus de précision du monument. Il doit y avoir, donc pour les orgues, probablement, si c'est cette même logique, une idée de contemporanéité, c'est-à-dire que si l'orgue a été conçu en même temps que les murs, probablement immeuble par nature et immeuble par destination dans le cas contraire, si ça a été créé après coup, par exemple un orgue du 19e siècle. Est-ce que vous avez d'autres... Parce que c'était l'année des orgues. D'autres questions? Donc en fait, nous, ce qu'il faudrait qu'on ait, c'est qu'on ait la valorisation fiscale de la moins-value pour le propriétaire qui consent à un classement, que ce soit un classement simple, un classement au titre des ensembles ou un classement avec attachement à perpétuelle demeure, avec à chaque fois évidemment une perte qui est croissante, c'est-à-dire que le classement simple, il peut circuler en France, donc on peut dire que c'est 50% de la perte. Le classement au titre d'ensemble, j'en sais rien, peut-être 60, et le classement avec attachement à perpétuelle demeure, là on perd 80% de la valeur de l'objet. Il faudrait qu'on puisse aller voir justement les propriétaires de monuments historiques en leur disant, voilà, si vous consentez au classement, vous avez droit à cet avantage-là, à l'occasion d'une succession ou à l'occasion d'une donation en fait de classement. Et en fait, vous voyez, cette servitude, c'est en fait un démembrement du droit de propriété, c'est-à-dire que le propriétaire abandonne à l'intérêt général une partie de son droit de propriété, tout en restant propriétaire. Et bien cet abandon-là, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas valorisé comme le propriétaire qui donne une œuvre à un musée. Et il faudrait que nous, on puisse arriver et dire au propriétaire, vous ne vous tirez pas une balle dans le pied parce qu'il y a un avantage fiscal, et donc réfléchissez, vous avez cette solution-là. Mais pour le moment, on n'a pas cet aliment fiscal, et donc, en fait, ce sont des propriétaires qui veulent, alors il y en a, hein, moi j'ai discuté avec certains propriétaires, c'est intéressant, qui veulent tuer en fait la valeur financière de leur bien. Ils disent, voilà, moi je transmets une valeur culturelle à mes enfants, je ne veux pas en fait que ces objets que j'ai moi-même hérités aient une valeur pécuniaire, donc j'accepte le classement avec servitude d'attachement à perpétuelle demeure, j'accepte le classement comme ensemble mobilier, je me fiche de ce que je perds de l'argent, moi je veux justement transmettre une valeur culturelle et pas une valeur financière. Donc vous avez, mais alors là, c'est vraiment, on ne peut pas demander à tout le monde de raisonner comme ça. C'est pour ça qu'il est important, je pense, d'aider fiscalement les propriétaires à consentir à ces servitudes. J'entends une belle pendule. C'est la mienne. Très bien. Elle est là, regardez, voilà. De quoi? Une pendule. Ah oui. Je ne la vois pas. Ouais, est-ce que vous Elle est avez derrière le bouquet de fleurs. Bon, bah, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans le... Comment dire on ne veut pas du tout contraindre, ou imposer, ou créer en fait une gêne pour les propriétaires. Surtout pas, ce serait vraiment contre-productif. Mais il faudrait vraiment que l'État fasse ce qu'il doit faire avec ces questions fiscales. Maintenant, le droit existe depuis 2016, mais il faut lui donner cet aliment fiscal qui lui permette de convaincre même les propriétaires qui considèrent qu'ils n'ont pas envie, et c'est normal, de tuer la valeur financière d'un objet. Oui, parce qu'il y a le problème des partages. Ce n'est pas forcément des ventes. Hein. Dans les successions, on partage le mobilier. Et donc, voilà, ça se passe comme ça. Et des enfants ont des propriétés qu'ils ont envie de meubler avec les meubles de leurs parents. Donc, c'est très compliqué à gérer tout ça. Alors justement, là, le classement comme ensemble peut être... Moi, je pense que c'est en fait plus fructueux, le classement comme ensemble,
que le classement avec attachement à perpétuelle demeure. Sauf vraiment exception quand il y a le mobilier qui va avec les boiseries. Bon, là, je dirais qu'il ne faut pas hésiter. Mais le classement comme ensemble mobilier est plus souple. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ça fait une sorte de réservoir. C'est-à-dire il serait assez sympa que dans les ventes, il y ait à chaque fois un lot, 2 lots qui sont classés au titre des monuments historiques, qui seraient naturellement destinés à quelqu'un qui a acheté un monument historique et qui pourrait avoir à bon compte des objets pour remeubler, des objets de qualité, et avec aussi la garantie qu'ils ne seront pas abîmés par une mauvaise restauration. Donc le classement au titre des ensembles me semble vraiment, parce que c'est plus souple, peut-être plus intéressant que le classement avec attachement à perpétuelle demeure. Oui, parce que là, ça empêche les partages de famille, ça les complique singulièrement. Alors tout dépend ce qu'il y a à partager. S'il y a très peu de choses à partager, ça peut. Après, bon, tout dépend de la consistance du patrimoine par ailleurs. C'est-à-dire que c'est. Mais bon, vous conviendrez que si c'est un salon 18e, c'est pas ça qui va. Vous voyez. Non, bien sûr, oui. Ça va être, j'en sais rien, au mieux 30 000 euros ou un peu plus. C'est pas ça qui changera. Ah oui, non, mais c'est pas une question d'argent, c'est que les enfants veulent des meubles marqués de moins en moins. Enfin, quelquefois, les enfants veulent les meubles des parents. De moins en moins, ouais. Mais il peut y avoir au sein de la famille aussi, on peut s'entendre là-dessus en disant, voilà, moi, le mobilier, bon, je ne l'aurai pas, mais je suis content que tu l'aies, mais que tu ne l'aies pas complètement. Parce qu'il va être classé au titre des monuments historiques. Donc, tu ne pourras pas l'abîmer, tu ne pourras pas l'exporter. Et je sais qu'un jour, peut-être, mes enfants pourront le racheter parce qu'il sera dans une vente à Drouot avec interdiction d'exportation et qui servira à quelqu'un qui remeuble un château. Ça me semble pas impossible. Voilà. Donc, moi, ce que je fais quelquefois dans les châteaux, les autres héritiers renoncent au mobilier. Donc, celui qui a le château garde le mobilier, mais il s'engage à ne pas le vendre dans une durée de 20 ans ou 25 ans. S'il le vend avant 20 ans, tout le monde est participant à la vente. D'accord. Mais il l'a eu gratuitement au départ. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Mais même pour le marché de l'art, vous voyez, le fait d'avoir un vivier d'œuvres classées au titre des monuments historiques qui ne se vendent pas rien. Hein, parce ça se vend très bien. Il y a quand même des prix. Alors ça veut dire que du coup, c'est une chasse gardée pour Drouot. C'est-à-dire que ça ne se barre pas aux États-Unis et vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va dire, les meubles classés sont achetés par des gens pas trop chers qui après en font dation à l'État pour payer leur propre droit de succession. Alors ça, c'est idiot. Ça, franchement, parce que là, vous voyez, on a vraiment pour moi, le classement au titre des monuments historiques, c'est fait pour rester dans le privé. C'est fait pour rester dans les monuments et pas pour aller dans un musée. Là, pour moi, il y a vraiment, pas que pour moi, hein, pour l'administration des monuments historiques aussi, il y a un mélange des genres. Justement, le classement, c'est fait pour maintenir ces objets dans la vie. C'est-à-dire qu'on puisse encore s'en servir, qu'on puisse... il y a aussi une notion de patrimoine immatériel qui va avec ce classement des monuments historiques, parce que c'est les maintenir dans l'usage, que ce soit d'ailleurs un patrimoine industriel ou un salon 18e, on va toujours s'asseoir dessus. Et il y a des usages comme ça qui peuvent continuer à vivre. Et donc, c'est beaucoup plus riche je trouve, hein, qu'une conservation dans un musée. Sauf pour des objets évidemment exceptionnels. Hein. C'est autre chose. Ah, mais c'est sûr que le dépôt dans les châteaux qu'on visite est 1000 fois mieux qu'un dépôt dans un musée. Ça, c'est évident. C'est évident, ouais. Enfin, pour nous, c'est évident, mais pas pour tout le monde. Pas pour certains fonctionnaires, oui. Bon, est-ce que d'autres réactions? Ou sur d'autres sujets, si vous voulez, on peut terminer la réunion sur... on a parlé des éoliennes, mais on peut parler... Oui, pardonnez-moi de revenir sur la question des éoliennes. Est-ce qu'à l'heure actuelle, avec la guerre d'Ukraine, est-ce qu'on ne risque pas d'être fragilisé et qu'on nous dise, à l'heure actuelle, la situation est grave et vous aggravez encore les choses en vous opposant aux éoliennes qui sont un élément national, etc. Je pose la question. Vous avez eu, on a eu exactement la même réaction que vous. Alors, on l'a dit d'ailleurs en une phrase en fait dans notre communiqué, si vous le lisez bien, c'est à la fin. Alors, on a un petit peu hésité parce que justement, l'une des particularités du sondage, c'est que on n'entre pas du tout dans ce débat énergétique.
sur lequel les gens ont été tellement intoxiqués qu'en fait, c'est pour le moment inutile de se battre en disant, voilà, des choses vraies, hein, l'intermittence, la différence fondamentale entre une énergie pilotable et intermittente dont on n'entend jamais parler dans les médias alors que c'est fondamental. Donc, justement, on a évité cet aspect-là, mais on l'a quand même traité en une phrase en disant, ce qui est la pure vérité, c'est que les Allemands sont aujourd'hui dépendants du gaz russe parce qu'ils ont des éoliennes intermittentes et pas de nucléaire. Donc, comme il faut nécessairement une énergie sous-jacente qui permette d'avoir de l'électricité quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil, eh bien, chez eux, c'est le gaz, parce qu'ils n'ont pas de nucléaire. Donc, si aujourd'hui, on ne peut pas couper et arrêter d'acheter du gaz russe en Europe, c'est à cause des éoliennes allemandes. Il faut le dire clairement. Alors, évidemment, on peut se défendre comme ça, mais vous aurez immanquablement, comme l'a fait par exemple le président Hollande, le raccourci qui est de dire pour se passer du gaz russe, on va remplacer le gaz russe par des éoliennes. Alors qu'évidemment, c'est absurde puisque l'un est une énergie pilotable, le gaz, l'autre est une énergie intermittente, l'électricité provenant des éoliennes. On peut pas du tout comparer l'un et l'autre. C'est comme si on disait, j'en sais rien, on va remplacer une ligne TGV par une flotte de trottinettes, quoi. Enfin, c'est un peu du même ordre, c'est absurde. Mais il y a tellement de méconnaissance en fait des mécanismes de base en fait de l'énergie qu'aujourd'hui il y a encore des gens dans les médias qui disent voilà, on va remplacer le gaz russe par des éoliennes, alors que c'est impossible tout simplement. Et là, on a une vraie difficulté parce qu'il y a eu une telle intoxication que faut reprendre les choses à la base, expliquer. Donc vous verrez, nous, on a eu un vrai débat là-dessus. Est-ce qu'on n'en parle pas du tout pour rester très cohérent avec notre sondage qui traite pas des questions énergétiques, mais on a quand même mis une phrase pour évacuer le truc en disant voilà, en fait, on a d'autant plus raison, le sondage est d'autant plus fort qu'il y a d'autres inconvénients, c'est que ça nous maintient dans une dépendance au gaz russe. Enfin, ça maintient les Allemands dans une dépendance au gaz russe. Je voudrais vous faire une remarque simplement entendue cette semaine lors d'une enquête publique, c'est que les éoliennes se justifient d'autant plus que le prix de l'électricité étant indexé sur celui du gaz, elles deviennent plus rentables qu'elles ne l'étaient dans le passé. Intéressant. Ouais. Triste, mais intéressant. Triste, mais intéressant, ouais. Oui, c'est fou d'ailleurs. Autre sujet que vous aimeriez aborder, pas forcément question éolienne, ce qui vous soucie. Oui, je voulais dire, donc, étant un nouveau délégué de la Côte d'Or, j'ai écrit il y a 3 mois au préfet, à la DRAC et à tout ça, en disant en me présentant, et je n'ai eu aucune réponse. J'ai demandé à participer aux commissions, lettre morte. Alors évidemment, à l'époque, je n'avais pas un papier en tête de site et monument, mais ça ne change rien. Il faut revenir à la charge avec Anne. Il faut faire des courriers périodiquement. Oui. Et vous allez finir par rentrer dans les commissions. Vous voyez, par exemple, notre sondage, envoyez-le au préfet avec votre papier en tête, en lui disant, voilà, mon association a commandité ce sondage. Et là, peut-être le préfet va comprendre qu'effectivement, on pèse en fait dans ce débat, y compris dans le débat national, et qu'il serait peut-être bien qu'il vous ait auprès de lui pour le conseiller dans ces commissions. Oui, mais sauf que là, je vais apparaître comme étant anti-éolien. Et comme les préfets sont pro-éolien, c'est me tirer une balle dans le pied. Oui, mais alors, ça c'est compliqué. C'est-à-dire que on peut avoir une capacité de nuisance qui est très supérieure, sans même être dans les commissions, qui peut être un peu anesthésiante. Pour certains, c'est vraiment un débat qu'on a. Hein. Et, par exemple, la DRAC Île-de-France ne veut pas de nous dans les commissions parce qu'ils savent qu'on est nuisible. Alors, ils ont quand même fait rentrer Bernard Toulier, donc on a obtenu un siège. Mais en réalité, on est très nuisible de l'extérieur. Et si vous n'êtes pas dans les commissions, vous pouvez être en lien avec la presse locale et ça leur fait beaucoup plus de mal. Et là, ils vont se dire il faudrait peut-être mieux que je le fasse rentrer pour en discuter en amont, essayer un peu de voir ce qu'on peut faire, si on peut s'entendre, ils sont plus nuisibles à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, il
il y a ce jeu-là. Oui, je ferai un courrier circonstancié. Voilà. Mais ça me semble pas idiot de montrer, vous voyez, vous amenez le sondage, vous dites, voilà, nous on pèse, et on aimerait être dans les lieux de décision pour éclairer l'administration. Très bien. Voilà. Alors, d'autres sujets J'ai vu que Joël Chazal avait levé la main. Il faudrait remettre votre micro. Alors, Joël Chazal, un délégué historique qui a sauvé nos archives qui sont aujourd'hui aux archives nationales. Grâce à lui, elles ont été conservées et aujourd'hui elles sont inventoriées aux archives nationales. Était Joël Chazal, qui est une société, je crois, de transport et qui avait stocké dans son département nos archives nationales. Alors qu'on n'entend pas, il a réussi peut-être, il n'arrive pas peut-être à enlever. Joël, si vous pouvez cliquer sur le petit micro qui est barré pour le réactiver. Bon, une autre question en attendant peut-être que Joël réactive son micro. On entend un bruit de fond, c'est peut-être bon signe. Florence. Bonjour à tous. C'était vraiment passionnant. Je remercie Julien pour toutes ses explications. J'avoue être vraiment très profane dans le domaine du sujet que vous avez développé. Je reviendrai sur l'éolien, si vous me permettez. Quand on est dans une région qui a longtemps cru être complètement soustraite de la problématique de l'éolien, comme nous, puisque en Indre-et-Loire, donc on fait partie du classement UNESCO. Donc les gens ont regardé tout ça de très loin, pas comme quand on habite en ville, mais parce qu'ici on est en ruralité malgré tout. Là on sent le danger venir puisque notre déléguée Martine Bonin est régulièrement sollicitée avec les projets qui nous frappent ici, avec des projets d'éolien donc aux abords des monuments historiques. La problématique est assez compliquée parce que bon, la conscience collective se rend bien compte que, enfin, on n'en veut pas, personne n'en veut. En revanche, on se retrouve assez démunis pour pouvoir justement entamer une action, une initiative de sensibilisation. Moi, donc, je suis qu'une adjointe pour le Chinonais. Je suis régulièrement confrontée aux obstacles avec les élus parce que, bon, vous savez, c'est très petit, tout le monde connaît tout le monde ici, et le pouvoir des élus est quand même beaucoup plus, comment dire, nuisible que positif, on va dire, dans cette matière. Je voudrais savoir qu'est-ce qui peut être fait pour que notre action soit localement valorisée, parce que lorsque les édiles s'aperçoivent que nous sommes donc une association nationale notable, le discours change, puisque j'ai été présidente d'une association locale qui s'appelle Défense du patrimoine de Chinon. Nous avons obtenu de modestes résultats quand même, mais toujours avec à la clé une image un peu négative, parce qu'on est là toujours à lutter contre, etc. Donc moi ce que j'aimerais, c'est améliorer notre image, et pour ça on a besoin vraiment, on va dire, de l'aura de sites et monuments, de l'ASPEF. Comment communiquer là-dessus, parce que localement, de toute façon, c'est peine perdue. On est régulièrement ridiculisé et marginalisé. Vous voyez ce que je veux dire ? On a besoin de l'aura qui descende un peu, voilà, de Paris. Typiquement, alors là, sur le sujet éolien, là, vous avez une occasion avec le sondage de vous en emparer et qu'on voit bien que le logo sous lequel vous écrivez correspond à celui du sondage et que vous êtes partie prenante donc voilà,
Excusez-moi. Alors après, ce que tu disais sur l'action négative, ça c'est très vrai, c'est-à-dire qu'on est, et on en a conscience, hein, on est beaucoup dans la critique. Alors, faut essayer justement voilà, d'alterner, de féliciter les gens quand il y a des choses qui sont bien. On peut s'appuyer sur nos prix, qui sont alors une action très positive de récompense, de propriétaires qui sauvegardent une allée d'arbres. Ça, c'est très beau. En plus, c'est sur le végétal. Donc, on essaie justement de rééquilibrer notre action un peu critique par quelque chose voilà, d'une récompense, y compris pécuniaire. On a notre prix aussi du second œuvre, qui d'ailleurs, il faut nous amener des dossiers. Hein, ça, c'est important. Si vous connaissez des propriétaires qui prennent la peine de restaurer des menuiseries anciennes qui sont en train de disparaître là, avec toutes les mesures sur la rénovation thermique, des portes anciennes qui sont restaurées, des choses comme ça, des croisées anciennes. Là aussi, on peut récompenser. Donc voilà, l'idée, c'est effectivement pour rééquilibrer ce côté un peu punchy, un peu agressif, un peu négatif aussi parfois, c'est de dire voilà, mais que non, on ne fait pas que ça, on a aussi un prix, on récompense les bonnes pratiques et notamment sur les réseaux sociaux. Moi, j'essaie aussi, tu vois, de me féliciter par exemple d'une acquisition faite par le château de Versailles, de ne pas avoir que du critique. Et de panacher les différents thèmes pour bien montrer, même pour le combat éolien, c'est bien de montrer qu'on n'est pas monomaniaque, c'est-à-dire qu'on s'occupe de ça, mais aussi d'autres choses qui montrent qu'on est une association nationale qui existe depuis très longtemps, qu'on n'est pas un lobby anti-éolien. On s'intéresse à ça parce qu'on défend les paysages depuis toujours, mais on s'intéresse aussi au patrimoine mobilier, au patrimoine bâti, et tout ça crédibilise en fait notre action et ne permet pas à nos adversaires de dire « Ah bah vous êtes… à la remorque du lobby nucléaire ou je sais pas quoi, parce que nous dit bah non, nous on existe depuis 1901, on fait toutes sortes de choses, on est alors ça c'est des arguments que j'utilise régulièrement, ça il n'y a pas de souci. Moi ce que je vois c'est plus un problème on va dire de logistique, c'est qu'il y a tellement de dossiers, il y a tellement à faire que on n'est pas assez nombreux en fait. Moi j'avoue travailler plein temps pour le patrimoine, j'habite en plein centre-ville classé. Et pourtant, voilà, il y a tellement de sujets sur lesquels on doit se battre. Bon, vous savez qu'on a gagné, même si juridiquement on a perdu, mais on a gagné le fait de résilier le contrat qui allait nous imposer la construction d'un parking 5 étages en plein cœur médiéval de Chinon. En revanche, là, avec Action Cœur de Ville, nous avons d'autres menaces. Ce qui était censé être un avantage, aujourd'hui, se retourne contre nous. Les choix qui sont faits avec les arguments de l'écologie, concernant la lutte contre le réchauffement climatique, etc. À Chinon, vous imaginez en plein cœur de forêt domaniale. Alors ça, je vais répondre à ça parce que c'est hyper important. Ce qu'on peut faire, nous, Action Cœur de Ville, on s'est aperçu via notre réseau de délégués. Ça a commencé à Saint-Dizier. Martine Roussel nous dit il y a une halle des années 30 qui est très bien, qui est très belle, qui marche très bien. Ils sont en train de la démolir avec de l'argent public d'Action Cœur de Ville. Donc là, moi, je ne soupçonnais pas ça parce que Action Cœur de Ville, il y a 5 piliers, il y en a un où ils disent clairement on va revitaliser en fait les cœurs de ville anciens par le patrimoine. On se dit c'est bien Action Cœur de Ville. Et en fait, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est une espèce de tirelire pour les vandales. Donc Saint-Dizier, ensuite ils ont démoli quand même la superbe caserne Miribel de Verdun avec de l'argent du Fonds Cœur de Ville. Tout un patrimoine années 30 à Dunkerque. Et là, en fait, ils sont en train de démolir tout le centre-ville de Foix. Je ne sais pas si tu as vu. Oui. Avec des fonds Action Cœur de Ville. Donc nous, on fait un bouquet, c'est-à-dire que les dossiers isolés peuvent dire bon, il y a eu un accident dans Action Cœur de Ville, ça peut arriver. Si tu les rassembles, en fait, tu t'aperçois qu'il n'y a aucun filtrage. C'est-à-dire que tu as un élu local qui vient, ils ont envie de toute façon d'être copains avec les élus locaux parce qu'ils sont mal implantés localement. Vous avez un besoin, on vous donne de l'argent. Alors qu'ils devraient dire vous avez un besoin. Votre projet est-il vertueux? On regarde nos principes à valorisation du patrimoine pour revitaliser. Non, on est désolé, vous voulez détruire le patrimoine, on ne vous donne pas d'argent. Ça devrait être le truc normal. Mais ils ne font pas ça. Mais si tu ajoutes le dossier de Chinon à celui de Foix et à tous ceux dont je t'ai parlé, en termes de communication, je veux dire, plus on en a, plus on est fort pour demander à ce que le… Là, je peux donner matière. Correctement. Ils vont dépenser 800 000 euros, j'ai des informations, 800 000 euros. J'ai été présente aux réunions publiques qui ont été quand même relativement peu communiquées. 800 000 euros pour détruire une petite place avec sa fontaine, qui devait au départ être d'ailleurs détruite pour faire
le passage qui permettait d'amener à ce fameux parking. Ben, aujourd'hui, on va refaire cette place, c'est-à-dire transformer complètement l'esprit des lieux, en faire un espace végétalisé façon ville nouvelle, alors que c'est une charmante petite placette avec une fontaine et des acacias qui sont là depuis toujours. Écoute, il faut absolument que tu nous fasses un article là-dessus avec des photos avant, après du projet, enfin qu'on voit vraiment de quoi il s'agisse. Et après, nous, je ne sais pas si tu as remarqué, mais à chaque fois dans l'article de Foix, moi je fais la liste et je dis après Verdun, après Dunkerque, après Saint-Dizier, on a Foix. Eh bien, si on peut mettre Chinon, et après on écrit une lettre. D'accord. Est-ce que, Julien, par contre, c'est possible de faire une publication automatique, on va dire, parce que l'ASPEF est beaucoup plus active sur le compte Twitter, mais il faut savoir qu'en ruralité, franchement, c'est sur Facebook que les gens communiquent énormément. C'est Jérôme qui s'occupe de Facebook. Moi, j'ai pas le temps de le faire. Le problème, donc Jérôme me dit, on en a discuté hier, c'est hyper important, ça nous ramène plus de trafic que Twitter, qui pourtant est nourri. Moi, j'essaie de le nourrir quotidiennement. Et du point de vue des gens, Twitter, c'est institutionnel et Facebook, ça nous rapporte plus de monde. Donc, j'ai dit à Jérôme, écoute, tu as peu de temps. Il me dit, mais il faut absolument que je trouve quelqu'un pour m'aider. Et on peut être plusieurs, d'ailleurs, sur le compte Twitter. Sur le compte, Twitter aussi, mais Facebook. Si vous avez du temps, si tu as du temps, si ça t'intéresse... c'est passionnant. Il faut du temps, tu dormes moins. Le problème, c'est qu'on est tous, c'est le bénévolat, mais le fait que les gens ils ont une vie à côté, et c'est chronophage, les réseaux sociaux, mais c'est hyper important. Et si on avait une deuxième personne pour s'occuper de Facebook, on pourrait mettre beaucoup plus de sujets. Mais est-ce que dans ces opérations cœur de ville, est-ce que l'ABF a un rôle? Alors, en principe, oui. Sauf si il y a arrêté de péril, et sauf si, alors le problème c'est que c'est pas clair dans la loi, mais quand il y a en fait une opération de rénovation urbaine d'ensemble, en principe, l'avis conforme de l'ABF saute aussi. Mais pour le moment, ils n'ont pas fait valoir, ils font valoir les arrêtés de péril et les arrêtés d'insalubrité. Donc vous êtes coincé, voilà. Oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. S'il n'y a que Action Cœur de Ville sans arrêté de péril, l'ABF reste à son pouvoir ordinaire. Oui. Alors moi, c'est une grosse interrogation concernant les architectes des bâtiments de France. En 10 ans de présence à Chinon, on en est 5e et on a énormément de mal. Je ne veux pas faire le procès parce que pour moi, c'est une chance. Le discours officiel que je tiens, c'est que c'est une chance d'avoir un ABF qui s'occupe de Chinon. En revanche, en off, je peux vous avouer que moi, je ne comprends pas du tout ce que l'architecte des bâtiments de France approuve. Ils suivent manifestement tout ce que les élus proposent. Quand on les sollicite pour un rendez-vous, quand on envoie un courrier, ils ne répondent pas. En ce qui concerne l'Indre-et-Loire, j'entends. Les ABF d'Indre-et-Loire. Et tu as tout à fait la bonne réaction, c'est-à-dire que là, il faut vraiment qu'on fasse tout ce bloc en disant le principe de l'ABF et de son avis conforme, mais on les soutient vraiment à 100%, on est là pour les défendre. Après, ça n'empêche pas d'être critique et on est tous à se dire, mais attendez, pourquoi il a autorisé ça? C'est que l'architecte des bâtiments de France, le chef de service de l'ASTAP en Indre-et-Loire, a approuvé la construction du parking de 5 étages. Et quand on a gagné, qu'on a réussi à résilier le contrat d'aménagement public, il a été débauché, il a quitté le ministère de la Culture pour l'agglomération. Aujourd'hui, M. Charles travaille pour l'agglo. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est marrant, c'est du pantouflage. Oui, c'est curieux. Ouais. Alors que quand il est arrivé à Chinon, j'ai été son premier rendez-vous en tant qu'association de défense du patrimoine et il m'avait proposé des rendez-vous entre guillemets secrets à tout pour ne pas être vu sur Chinon. Je m'étais tenue à sa disposition en lui assurant tout mon soutien et que je n'en ferais pas bruitage. Il ne m'a plus jamais rappelé. Ouais, non, ça peut être compliqué. Alors vous avez vu là dans le dossier de Foix l'avis magnifique de l'ABF.
Il y a tout. Il Il y a du même, courage, il quoi, va- salut. ouais, et du courage. Et même pour contester la réalité du péril, où il dit non, non, il y a aucun, il y a une stabilité parfaite du bâtiment, il n'y a aucun problème structurel. Donc, il peut être très courageux et il faut vraiment, vraiment les aider. C'est compliqué, c'est-à-dire qu'il faut défendre l'institution tout en restant critique sur certains avis, quoi, ponctuellement. Mais défendre bec et ongle l'institution et l'avis conforme de l'ABF, parce que ça, sinon, ils vont le rogner progressivement, parce que maintenant qu'ils ont introduit cet article là, dans le Code du patrimoine, où ils ont mis l'arrêté de péril, l'arrêté d'insalubrité, et les antennes relais, quand même, hein, c'est un peu une liste à l'après-vert, vous pouvez compléter par autre chose. Hein. Vous dites, alors les dispositifs d'économie d'énergie, donc là, vous avez l'isolation par l'extérieur, les menuiseries qui partent à la poubelle. Enfin, c'est très facile maintenant de compléter la liste. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment défendre bec et ongle l'avis conforme. En réalité, juridiquement, c'est un pouvoir d'autorisation de l'ABF sur les décisions d'urbanisme. D'autres réactions? Peut-être notre délégué, peut-être Joël Chazal a réussi. Alors, Joël nous a écrit dans les commentaires qu'il a... je voulais simplement dire que nous avons fait capoter la vente aux enchères des meubles du château de Sassenage, qui appartient à la Fondation de France, qui s'était assise sur le testament de la marquise de Sassenage, grâce au vieux notaire, seul survivant des exécuteurs testamentaires. Alors, un cas très particulier, mais une action effectivement remarquable, parce que Sassenage, c'est pas rien. Ouais. Et puis, il posait une question sur quel usage pour une église qui, je pense, doit être déconsacrée. Alors là, on a, très intéressant, puisqu'on a, tu as dû le voir, Marguerite, on a une proposition de table ronde du Sénat, je crois que c'est le 4 avril ou quelque chose comme ça, ou le 5, début avril, sur justement la situation du patrimoine religieux. Donc, si vous avez des cas de bâtiments en péril qui sont menacés de démolition, ça, il faut nous les faire remonter très bientôt, quoi. Début avril, il faudrait qu'on ait ça, puisqu'on a une invitation du Sénat pour discuter de la question du patrimoine religieux, en fait, du devenir du patrimoine religieux. À propos du patrimoine religieux, je peux vous dire que sur le site de l'Observatoire du patrimoine religieux, qui s'appelle patrimoinereligieux.org, je fais une veille des journaux de la France entière pour indiquer les situations des églises qui sont restaurées, qui sont menacées. Donc, vous pouvez regarder sur le site. C'est vous qui le faites, je l'ignorais. D'accord. Bon. Voilà. Très bien. Très bien, c'est intéressant. D'ailleurs, si vous voulez y aller, moi je ne suis pas contre. Hein. Vous voulez aller à cette réunion du Sénat? Attendez, il faut que je coupe mon micro. On en parlera, mais oui, on en parlera, oui. Si vous êtes effectivement que vous avez une vision d'ensemble que moi je n'ai pas, moi je peux vous déléguer pour que vous alliez à la réunion et représenter l'association. Ça c'est tout à fait possible. Ah très bien. On en reparle et vous me dites moi ça me. Ouais. Je donne votre nom et puis je dis qu'on sera représenté par. Peut-être on vous inventera un titre pour l'occasion de chargé du patrimoine religieux, mais on en reparle. Merci. Je voulais éventuellement, Julia, est-ce que tu peux nous donner un petit mot très concret sur qu'est-ce que les délégués peuvent faire face à un cas comme Foix, une destruction vraiment importante? Dans quel ordre ils doivent s'organiser, puis comment ils doivent nous tenir au courant? Quel type de courrier ils peuvent faire? Là, effectivement, à Foix, c'était un peu. Enfin, on a un délégué qui est vraiment super, qui a très très bien mené sa barque, mais c'est vrai qu'il nous a pas averti. Il a fait un recours gracieux, ce qui était une très bonne chose. Mais il faut. Il était contre le maire. Quand vous faites effectivement
un recours qui soit gracieux ou pas, il faut absolument que le siège en soit informé, parce qu'évidemment, ça engage notre responsabilité juridique, donc il faut qu'on le sache. Et il faut surtout avoir en tête un délai qui est le délai de 2 mois. C'est le droit administratif, c'est toujours 2 mois. Donc, dès que vous avez un affichage avec une date, alors en principe, c'est la date de l'affichage, mais c'est compliqué à matérialiser, donc c'est souvent la date du permis de démolir qu'on retient. Eh bien, il faut penser avoir 2 mois dans la tête et se dire, on peut faire un recours gracieux. On est en train de le faire là pour la Maison du Peuple, on a fait un recours gracieux, et tu as vu, Marguerite, c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'on va obtenir, en négociant, en disant, voilà, on va abandonner notre recours gracieux, qui ne deviendra pas un recours contentieux. Donc ça, évidemment, ça les embête, parce qu'il y a des histoires de financement par les banques et compagnie. Donc, on a tout à gagner à faire un recours gracieux, ça ne coûte rien, c'est une lettre, alors qu'on envoie à l'autorité qui délivre en fait le permis et aux bénéficiaires du permis. Il faut envoyer les deux, donc souvent on dit qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation. Et ça permet en plus de proroger les délais, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le recours gracieux, souvent l'administration ne répond pas, donc au bout de 2 mois, c'est un refus tacite. Et ce refus tacite qui intervient au bout de 2 mois, on peut l'attaquer à nouveau après 2 mois. Donc au total, ça fait 4 mois si l'administration ne répond pas. Donc vous avez un permis, toc, vous déposez un recours gracieux dans les 2 mois en fait de la date du permis, pour simplifier, normalement c'est la date d'affichage du panneau. Et bien ensuite, si l'administration ne vous répond pas, au bout de 2 mois c'est rejet, et ce rejet va être attaquable à nouveau après 2 mois. Donc ça fait au total, si l'administration ne répond pas, ça fait 4 mois qui sont gagnés, 4 mois pendant lesquels on peut négocier. Donc il faut vraiment, dès qu'il y a une date en fait sur un affichage de travaux, vous vous dites, voilà, on a 2 mois pour faire un recours gracieux, et là, vous nous avertissez, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit au courant du fait que vous faites un recours gracieux, et après, effectivement, vous avez à nouveau 2 mois pour éventuellement faire un recours contentieux. Donc il faut bien avoir ces délais en tête. Et on pourrait ajouter que le deuxième point, c'est d'essayer de documenter pour que nous, au siège, on ait l'information. Donc, il faut essayer de documenter en nous envoyant au mieux un article, au moins les documents, le permis, le projet, parce que ça, c'est essentiel pour qu'on puisse, nous, soutenir l'action locale, c'est d'avoir les tenants et les aboutissants du dossier. Tout à fait, on ne va pas soutenir n'importe quoi, donc il faut effectivement qu'on ait un document de synthèse illustré. Et je profite de votre présence pour vous dire qu'on n'a pas assez en fait, d'articles signés par nos délégués. On a beaucoup d'articles parce que dans nos conventions, en fait, quand on signe une convention avec les associations locales où on coagit avec elles dans un recours en justice, on exige en fait l'article. On dit voilà, pas d'article, pas de convention. Donc ça, c'est ce qui nous amène des articles. Mais il faudrait en fait qu'on ait plus d'articles venant de vous, pas forcément autour d'un contentieux, ça peut être voilà, présenter quelque chose qui est bien, ou au contraire ou qui ne va pas, mais ça permet de faire vivre notre site et de montrer que notre réseau de délégués est actif et qu'on est représentatif si on a effectivement des articles qui viennent un petit peu de tous les coins de France. C'est l'idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes tous au courant du fonctionnement de nos conventions? Peut-être un petit rappel sur les conventions. Oui. Alors ça c'est hyper important. Alors, il faut savoir que nous, quand on nous fait un don, vous le savez, on émet un reçu fiscal qui permet aux donateurs de déduire 66% de la valeur du don de son impôt. Donc, c'est une réduction d'impôt. Donc, il y a un effet de levier des 2 tiers, en fait, qui est très fort. C'est-à-dire que le coût final du don, c'est 1/3, en fait, de la somme qui a été donnée. Eh bien, ce qu'on peut faire via une convention, c'est permettre à un contentieux qui a du mal à être financé, parce que les avocats sont chers, comme on le sait, de payer l'avocat pour le compte d'une association locale ou d'un particulier éventuellement, on préfère quand même agir pour le compte d'une association, via des dons qui nous sont faits. C'est-à-dire que
concrètement, les membres de l'association locale nous font des dons, et nous, on émet un reçu fiscal, et on paie l'avocat. Donc finalement, au lieu de donner 100 € à l'avocat, eh bien, ils vont donner en fait 34 €, puisqu'ils vont avoir le reçu fiscal de 66. Et nous, alors ça nous aide, parce qu'en plus, on a notre dîme en fait, sur ce flux financier, et on retient 8%, mais qui font l'objet, pareil, d'un reçu fiscal, hein, c'est intégré. On retient pour nos frais de fonctionnement 8%. Donc ça nous permet de faire vivre aussi l'association. Et en échange, voilà, il y a ce reçu fiscal, donc on sert d'intermédiaire, et c'est nous qui payons en fait l'avocat, et il faut que les factures du coup de l'avocat soient au nom de l'ASPEF, ou de l'huissier, ou de l'imprimeur, hein, ça peut être n'importe quoi, tout ce qui est utile si vous voulez faire des tracts. C'est une cagnotte en fait défiscalisée qui est ouverte dans nos comptes et qui est étanche, c'est-à-dire s'il y a une ligne comptable qui est garantie par notre commissaire aux comptes, puisqu'on est reconnu une utilité publique. Et donc, l'argent qui est versé sur cette ligne ne peut pas en sortir. Alors ça, pour le verser, ou bien on ouvre une ligne sur notre site internet de don, et là, donc vous cliquez sur la ligne et le don va en fait sur une ligne spécifique, ou bien au revers du chèque, il faut indiquer un nom de dossier. Et donc ça c'est ce qui nous permet en fait d'agir et de faire en sorte qu'un contentieux qui peut être privé, par exemple, à l'origine, qui n'aurait pas forcément abouti parce que le propriétaire n'aurait pas eu l'argent de le financer, de le rendre possible en disant au propriétaire, on va vous permettre de défiscaliser parce que ce contentieux, il y a un intérêt général qui va avec. Et c'est toute la difficulté, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas qu'on ait des contentieux privés, c'est-à-dire le propriétaire qui a une éolienne dans le fond de son jardin, mais son jardin n'a aucun intérêt, le paysage est complètement bousillé par ailleurs. Il faut vraiment qu'on soit très vigilant du point de vue de la sélection des dossiers. C'est pour ça qu'on exige un texte en amont pour vérifier qu'il y a bien un intérêt général qui justifie l'émission du reçu fiscal. Mais donc ça permet, par cet effet de levier des 2 tiers, de faire exister en fait des contentieux qui n'auraient pas forcément existé autrement. Donc ça, c'est le mécanisme fondamental de notre convention. Et la convention, donc, c'est le texte d'abord. On n'envoie pas la convention d'abord, on envoie le texte. On en discute en bureau, on a des bureaux, nous, tous les 15 jours, où on a des dossiers qui sont inscrits à l'ordre du jour. Et à partir de ce texte illustré, on va décider de retenir ou non un dossier. Et si on le retient, il y a ce mécanisme fiscal qui devient possible et qui permet de financer à bon compte, en fait, un contentieux. Et donc, nous, en échange, on est co-requérant dans le dossier. Voilà, et on est co-requérant dans le dossier, ce qui veut dire que, évidemment, pour le juge, ça veut dire que l'association locale est parrainée et appuyée par une association nationale qui, en plus du point de vue de l'intérêt à agir, là vous êtes quasiment sûr d'être recevable si on est co-requérant, parce que nous, c'est difficile de dire qu'on n'a pas d'intérêt à agir, alors qu'une association locale, ça peut être plus difficile. Et évidemment, ça montre que ce n'est pas seulement un combat local, que c'est aussi un combat qui a une importance nationale. Voilà. Donc, mais pour ça, il faut vraiment être exigeant sur la sélection, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre n'importe quoi, il faut vraiment des dossiers qui ont une signification au-delà de l'échelon local. Donc, par exemple, Jacques Bacour voudrait reparler. Est-ce que, par exemple, pour restaurer une église, ça peut marcher ou pas du tout? Alors non, en principe, je pense qu'on pourrait. Mais je dirais que c'est pas notre job. Traditionnellement, c'est plus la sauvegarde de l'art français qui fait ça. D'accord, la sauvegarde, d'accord, très bien, oui. Voilà. Parce que il faut pas qu'on fasse trop de choses en même temps. Notre spécialité, c'est plus les contentieux. Donc, on n'a jamais fait en tous les cas. Très bien, la sauvegarde, c'est parfait. Mais la Fondation du patrimoine fait beaucoup d'églises. Exactement, et la Fondation du patrimoine, tout à fait. Ouais. Merci. Sans prie. Je pourrais apporter un témoignage, s'il vous plaît, par rapport à tous les sujets qui ont été évoqués là dernièrement. Depuis la première édition de la mission Berne, notre association Défense du patrimoine avait candidaté pour la sauvegarde de la chapelle Sainte-Radegonde, qui est une chapelle semi-troglodyte avec une fresque qui est in situ, exceptionnelle, puisqu'elle est profane et qu'elle date du 9e et 12e siècle.
on avait bon espoir avec la Fondation du patrimoine Indre-et-Loire que ce dossier soit retenu. Et il ne manquait que le oui de la municipalité, puisque cette chapelle donc appartient à la municipalité de Chinon. Et malheureusement, le maire n'a pas souhaité donner suite. Donc, ce qui avait été pressenti comme étant le patrimoine emblématique pour l'Indre-et-Loire, pour le loto du patrimoine, en fait, n'a pas été retenu à la dernière, au dernier round. Donc, voilà, elle est menacée. Il y a eu 2 éboulements, des infiltrations d'eau. La fresque est menacée. Le dossier était pourtant complet puisque j'avais fait faire un diagnostic par Sabine de Freitas, qui est donc une experte dans les fresques al fresco, et puis un devis en 3 phases pour les travaux pour sauver la chapelle. J'avais contacté justement l'association dont vous avez parlé, mais qui s'occupe uniquement des églises et des chapelles non classées. Et là, comme c'est classé monument historique, ils n'ont pas souhaité donc se pencher sur le dossier. Donc en fait, j'ai l'impression toujours d'être confrontée à des situations où il y a beaucoup de, comment dire, de bons atouts au départ, mais finalement qui se retournent contre nous à chaque fois. Donc la chapelle, là, ne fait plus partie des priorités. Ça n'a même pas été soumis dans le cadre de l'action Cœur de Ville. Pourtant, c'était justement un projet qui permettait de